Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. L'objet de la correspondance du groupement interpatronal du Cameroun est signé de son président Célestin Tawamba au président de la République, marque une espèce d'atteinte de point de non-retour dans les rapports État-secteur privé. Le patron des patrons camerounais parle de rupture consommée des relations entre le directeur général des impôts et les entreprises. Célestin Tawamba tient à porter à l'attention du président de la République, je le cite, des faits d'une extrême gravité. Fin de citation. Il est entre autres reproché à Mopa Modeste son inaptitude à dialoguer et à faire face à la contradiction, son incapacité à concevoir une politique fiscale, ainsi que sa méconnaissance de la réalité de l'entreprise. Toujours pour le groupement interpatronal du Cameroun, le directeur général des impôts a instauré un climat asphyxiant, excluant toute forme de dialogue et qui l'enferme dans une forme de condescendance et de haine du patronat. De son côté, le directeur général des impôts, dans un communiqué radio-presse, remercie tous les contribuables qui se sont conformés à leurs obligations de déclaration et de paiement des impôts et taxes tout au long de l'exercice fiscal 2019. Les encourage à faire preuve de civisme fiscal pour l'exercice 2020. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du... JICAM, Direction Générale des Impôts, mauvais climat pour les affaires. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Rolande Essi. Bonsoir Rolande. Merci, bonsoir Monsieur Otto. Bonsoir à mes chers copanélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Voilà. C'est une fois de plus, je suis honoré d'être invité à ce panel et j'espère que les échanges pourront édifier la lanterne de vos millions de téléspectateurs. Rolande, ici, candidate à la députation dans l'Union Équelée, sur la bannière du PCRN. Tout à fait, je suis candidate et je voudrais profiter, si vous me le permettez, déjà d'encourager tous mes camarades qui vont se lancer en campagne samedi et à travers le triangle national et de leur souhaiter tout le bonheur, tout le courage, tout ce qu'il faut en fait. Il faut le courage pour ces élections? Il faut beaucoup de courage, bien évidemment. Comment ça? Mais quand on va à une bataille, ce n'est jamais facile, ce n'est jamais aisé d'aller à la conquête d'une chose. C'est pourquoi je souhaite beaucoup de courage à nos camarades et j'espère qu'en suppliant le bon Dieu qu'il puisse nous permettre de mener une bonne campagne électorale. Voilà, rendez-vous est pris pour samedi. Bonsoir Joseph Monté. Bonsoir Serge Alain. Voilà, bienvenue. On vous a connu sous la casquette. On vous connaît beaucoup plus sur le petit nom de coach Monté. Vous êtes sur ce plateau en tant que politique, c'est bien cela? Effectivement, coach Monté parce que je suis entraîneur de football. Oui. Mais ce soir, je reprends... Vous endossez le maillot d'homme politique? Effectivement, j'entre en politique. Ça surprend beaucoup de personnes. Mais je crois que la Constitution de notre pays donne la liberté à tout citoyen de pouvoir aspirer à toutes les fonctions, que ce soit public ou privé. Oui. Et si jamais j'ai le cas d'être élu, ça va me donner la possibilité là de davantage m'exprimer dans le domaine que je maîtrise le mieux. Et je suis content d'être là ce soir. C'est la première fois que je viens à votre émission. Oui. J'aurais pu venir plus tôt, mais des contraintes que vous connaissez bien m'ont obligé à ne pas venir. Je connais bien les coulisses. Je suis un peu chez moi ici. Donc je dis bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à mon QG, à Bonabéry, au niveau de l'ancienne route.
parce que c'est en train de bouger dans les cuisines. Voilà. Coach Monté, vous êtes du PURS, c'est bien cela? Effectivement, le PURS. Vous lancez pour les municipales? Pour les municipales, dans la 4e, Monaberry. Voilà. Bienvenue, Coach Monté. Merci. Bonsoir Edmond Kouyaté. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Equinox. Voilà, économiste, analyste politique également. Docteur Davaris Ngoudio, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir Roland, bonsoir Joseph, bonsoir Edmond. Et bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne Equinox Télévision. Merci de m'avoir invité. Je commence avec vous, Docteur Ngoudio. Vous avez parcouru cette lettre de Célestin Tawamba adressée du JICAM, adressée au président de la République. Lorsque vous la décryptez, qu'est-ce qui se cache derrière cette lettre? Premièrement, comment on la comprend? Premièrement, Serge Alain, avant de rentrer dans le décryptage, c'est important de noter la forme à un certain niveau. Je dis que le chef de l'État, le président Paul Biya, est président de la République. Il est président du Conseil de la magistrature. Il est chef suprême des armées, entre autres. Dans un pays sérieux, ce n'est pas tolérable qu'un citoyen, qu'une personnalité, président du principal mouvement patronal, président de l'Union des patronats de l'Afrique centrale, l'UNIPAS, fasse une correspondance au chef de l'État, chef suprême des armées. Donc vous avez un problème avec la forme? Non, je termine. Fasse une correspondance au chef de l'État, chef suprême des armées, et que des gens s'arrangent à faire fuiter une correspondance du président de la République. Je dis, c'est manquer du respect au président de la République. Si dans un pays sérieux, un citoyen, je dis un simple citoyen, ne peut pas se sentir en sécurité, entre guillemets, de pouvoir écrire au président de la République, parce que les collaborateurs, j'en suis convaincu, au moins c'est à 90%, que ce n'est pas le président Paul Biya qui a fait fuiter, puis en fait, la lettre a plutôt fuité dans la rue. Le président Paul Biya, avec les responsabilités qu'il a, est libre de pouvoir recevoir un courrier et cela reste à son traitement, comme il peut. Ça, c'est la forme. Maintenant, par rapport au fond de la lettre, j'avoue quand même que le président du JICAM a utilisé un ton vraiment incisif. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Et les termes, rien que l'objet de la lettre est assez lourd. Rupture. Rupture de relations. Rupture consommée. Consommée, très bien, merci. Voilà. Rupture consommée des relations entre le directeur général des impôts et les entreprises. Ça, c'est lourd. C'est lourd? Mais ça a le sens. Vous savez, dans un pays, les entreprises privées, même toutes les entreprises, ne peuvent fonctionner normalement qu'en entretenant des relations cordiales avec le service des impôts. Mais quand une missive venant d'une personnalité telle que le président Tawamba dit clairement qu'il y a une rupture consommée, cela veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, quand on regarde, Serge Alain, cela devrait beaucoup attirer notre attention avant de rentrer dans le décryptage de la lettre. Quand on regarde la constitution du JICAM, quand on regarde l'organigramme du JICAM, nous ne devons pas seulement voir le président Tawamba au-dessus de cette lettre. La plupart des entreprises françaises et occidentales qui sont au Cameroun sont membres du JICAM. Jusque, je crois, le premier vice-président, il est même français. La plupart, presque 80% des entreprises françaises sont du JICAM. Et le président Tawamba ne peut pas prendre ce type d'initiative. Il ne peut pas faire ce type de missive au président de la République sans que cela ne vienne de la base, sans que cela ne vienne des entreprises qui constituent son mouvement patronal. C'est pourquoi nous devons, en tant que citoyens camerounais, de deux parties, essayer d'analyser. Les termes étaient extrêmement durs, à mon avis, dans la lettre. Mais est-ce qu'au fond, il y a des variables explicatives? Est-ce qu'il y a des éléments soutenus dans la lettre? Est-ce que quand on regarde le contexte économique camerounais, on peut affirmer sans risque de se tromper que la pression fiscale est assez lourde? Quand on fait la comparaison avec les autres États, est-ce qu'on se rend compte que la fiscalité au Cameroun est incitative? Ou alors, citant les termes du président Tawamba, elle est plutôt confiscatoire? Ben, quand on regarde la lettre, il y a un certain nombre de griefs, mais je me dis qu'il allait aussi trop loin en affirmant par exemple que le directeur des impôts a une mauvaise connaissance de la vie des entreprises. Voilà. Puis il faut bien comprendre que le directeur des impôts, c'est une fonction nominative, mais il est entouré d'experts.
parmi lesquels les Il experts... parle de sa méconnaissance, il parle de la méconnaissance de la réalité de l'entreprise. Non, je pense que c'est trop fort. C'est trop fort. Pourquoi? Parce que... Le directeur des impôts, le directeur des impôts. Il était major de sa promotion. Oui, on dit, vous savez, pour être lauréat sans avoir... Il reste, il ne faut pas dire, il est quand même brillant. Oui, non seulement il est brillant, oui, en plus il est aussi entouré. Quand on vous nomme, vous avez des membres de votre cabinet. Vous avez des experts qui sont tout autour de vous et qui vous accompagnent dans la prise des décisions. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une entreprise. Parce que moi, j'ai cru comprendre ça dans ce sens-là, que c'est peut-être qu'il n'est pas patron d'entreprise, il ne pouvait pas connaître un certain nombre de réalités. Mais je pense que la lettre a des thèmes extrêmement durs. Mais il faudrait examiner le fond de la lettre pour voir si quelque part, il n'y a pas des choses à améliorer dans la fiscalité au Cameroun. Roland Dessy, vous avez parcouru cette lettre. Un premier commentaire de votre part. J'ai parcouru bien évidemment cette lettre et le premier commentaire que je vais faire par rapport à cela, c'est que je pense et je partage d'ailleurs oui, Dr Goudjou, l'avis du docteur Goudjou, que la lettre a des termes assez forts. Mais des termes forts, pourquoi? C'est peut-être par rapport à ce que vivent les entreprises au Cameroun. Ce n'est que normal que la lettre ait des termes forts parce qu'à chaque maladie, ça s'en remet. Donc, au gros mot, des grosses... au gros mot, des grosses solutions aussi. Donc, pour moi, la lettre est adressée, elle parle du directeur général des impôts, mais elle ne s'adresse pas au directeur. Je pense que c'est à dessein qu'il a adressé au président de la République. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le directeur général des impôts n'est qu'un agent de l'échiquier du système exécutif. C'est un poste nominatif. Alors, il ne fait que son travail, entre guillemets, alors il applique ce qu'on lui demande d'appliquer. Est-ce qu'au regard de la loi de finances de 2018, est-ce que ce qu'on reproche au directeur général des impôts n'est pas simplement la conséquence de ce qui a fait? Parce que je pense que la semaine dernière, le ministre des Finances a lancé l'année budgétaire dans la région de l'Ouest et il a donné des orientations. Oui. Je pense que le directeur général des impôts, sans vouloir être avocat de qui que ce soit, c'est juste un commentaire que je fais. Je fais mien ce que je suis en train de dire, qu'il est en train d'appliquer les directives qui lui ont été données. Maintenant, la lettre est adressée au président de la République. C'est donc au président de la République de voir le contenu de cette lettre, d'examiner le fond de la lettre et de voir dans quelle mesure on peut essayer de relever un certain nombre de choses, parce que je pense quand même que la loi de finances et le climat des affaires que nous avons aujourd'hui au Cameroun laissent à désirer quand on essaye de regarder les pays, à comparer le Cameroun aux autres pays, au même indice de développement. Oui. Il y a quand même un gap assez considérable. Donc, pour moi, de façon ramassée comme ça, je dirais que c'est vrai, le président du patronat est dans son rôle de se plaindre, mais il aurait mieux, pour moi, ça aurait été mieux qu'il ne cite pas seulement le directeur des impôts en lui taxant d'un certain nombre de choses, mais qu'il demande directement au président de la République de revoir un certain nombre de choses, parce que le directeur des impôts n'est que l'agent qui exécute des ordonnances ou bien des ordres qui lui sont donnés par sa hiérarchie. Donc, je pense que globalement, peut-être au cours du débat, nous allons entrer en profondeur pour pouvoir maintenant voir ce qui n'a pas marché ou bien ce qui ne marche pas avec la relation entre le GICAM et la Direction générale des impôts. Voilà, coach Monté, pour vous, le patron des patrons camerounais, Célestin Tawamba, il est allé loin? Les mots sont forts, mais je pense que les mots sont à leur place. Oui. Et même si, par rapport à ce que le docteur a dit, peut-être il y aurait du soutien derrière cette lettre-là pour le motiver à aller jusqu'à ce niveau.
Vous ne pouvez pas demander au patron. Mais il est quand même la voix des patrons, hein. Ça veut dire que Effectivement. c'est pas une initiative personnelle, c'est oui. les autres qui... Mais lorsque vous lisez la lettre, il y a quand même des mots qui relèvent aussi un mécontentement personnel. Parce que quand il va de la part de Célestin Tawamba, condescendance et haine envers le patronat, oui. ça ne peut pas venir seulement de tout un groupe. Il semble que déjà de sa position de patron, il a quand même un entre-gens qui peut lui permettre de demander une audience avec le directeur des impôts. Mais si à chaque fois peut-être il est raboureux ou bien il est ignoré, il y a de quoi la pression va monter. Donc, moi, je ne pouvais pas demander au patron de créer de l'emploi, de bien payer les employés, et puis vous les asphyxiez. C'est-à-dire qu'au niveau des impôts, la pression, elle est très forte. Donc ce qui est sûr, c'est que ça va revenir sur le panier de la ménagère, parce qu'il y aura une inflation. Je parle ici sous le contrôle des experts en économie, sur le plateau, parce que il n'aurait pas peut-être pu faire cette sortie, comme dit la seule dame du plateau, oui. mais seulement rentrer en société et puis augmenter les prix et tout ça, même comme on va dire, il y a le contrôle des prix, mais ça devient très très difficile parce que c'est asphyxiant. D'autres ont envie de fermer, mettre la clé sous le paillasson, d'aller explorer ailleurs parce que le climat des affaires n'est pas favorable. Vous ne pouvez pas continuer à investir pour la perte. Donc quand on investit, certainement c'est pour obtenir des gains et avoir un bénéfice. Mais si vous constatez que vous payez un loyer, vous payez un personnel et tout ça, et n'oubliez pas, certains de ces patrons sont aussi des prestataires de services avec l'État, envers l'État. Et vous allez voir certains ont des ardoises qui ne sont pas payés pendant 3 ans, 4 ans. Comment est-ce que vous pensez que ces patrons vont s'en sortir? Donc, à un moment donné, ça devient vraiment, vraiment difficile et c'est asphyxiant. Le climat est délétère et c'est allé trop loin. Moi, je crois qu'il va falloir que quelqu'un fasse une sortie pour essayer de faire asseoir les deux parties à table parce que tel que c'est allé... Mais la lettre est adressée au président de la République. Oui, mais attendez, il a quand même... lui, vous savez qu'il n'agit pas aussi promptement lorsque... Sous la pression de la rue, c'est ce que vous voulez dire? Non, il n'agit jamais sous la pression de la rue. Il a son timing à lui, il va certainement... Pendant ce temps, comment ça se passe? Mais c'est ce qui est embêtant parce que là, on nous dit la rupture est consommée. Comment ça va se passer? Je ne comprends pas. Oui. Est-ce qu'on va... Oui, on va revenir là-dessus. On va lancer un boycott des impôts. Oui. Mais il me semble quelque part encore, il a fait un appel. Oui, le directeur demande de faire preuve de civisme fiscal. Je crois que le mot est à sa place. Effectivement. Dites-moi, Roland Edmond Kouyaté, on reproche également au directeur général des impôts son inaptitude à dialoguer et aussi à faire face à la contradiction. Dialogue, contradiction. Deux notions importantes dans ces rapports-là. Il faut dialoguer. Il faut admettre ce que l'autre dit. Serge Alain, il faut remarquer que cette lettre arrive après que plusieurs tentatives de régler un certain nombre de problèmes aient été faites sans suite. C'est-à-dire que le JICAM a entrepris un certain nombre d'initiatives en vue d'expliquer, n'est-ce pas, à l'administration fiscale qu'ils font face à des difficultés énormes et qu'il serait bon de régler ça autrement. Il faut rappeler qu'un cadre de concertation a été mis en place, n'est-ce pas, dans le cadre du dialogue public-privé. Oui, secteur privé. Exactement, pour faire en sorte que généralement quand il y a un problème, quand il y a des conjonctures, parce qu'il faut savoir que quand on parle de fiscalité, on se réfère généralement à la loi. Et la loi, n'est-ce pas, fiscale est généralement décidée à l'Assemblée. Mais sauf que quand les parlementaires ont fini de voter la loi et que le président l'a promulguée, il reste que c'est pas eux qui l'implémentent. Et donc, la personne qui est chargée, n'est-ce pas, de l'implémentation de la loi fiscale au quotidien au Cameroun, c'est la direction générale. C'est un mauvais procès donc qu'on fait non, ce n'est Modeste. Ce n'est pas ce que je vais dire. Je vais tout simplement dire quoi? Aucune loi ne peut être parfaite. La loi, à chaque moment dans son implémentation, peut présenter quelques difficultés. Et donc, c'est en cela que le patronat voudrait que, de temps en temps, qu'il y ait concertation avec la Direction générale des douanes. Parce que la loi peut... Des impôts. La Direction générale des impôts. Parce que quoi? Dans l'implémentation de la loi, il peut s'avérer que des conjonctures surviennent et mettre... Comme le NOZO.
comme l'ONOSO par exemple, et crée des entorses à l'implémentation de la loi. Donc il revient je vais dire, à l'institution, voilà, à l'administration chargée, n'est-ce pas, de l'applicabilité de cette loi, de faire en sorte que l'on puisse trouver, à défaut des compromis, au moins des compromissions. C'est de ça dont il est question. Alors, lorsque vous lisez le ton de la lettre, vous vous rendez compte que plusieurs initiatives ont été engagées dans ce sens, mais ont trouvé en face une attitude condescendante, une attitude de refus, de rejet, et c'est ça qui a, je crois, amené, n'est-ce pas, le JICAM, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse croire que c'est une affaire personnelle entre M. Tawamba et M. Mopa. Non, il ne s'agit pas de ça. Je crois que lorsque M. Tawamba signe une telle missive, c'est après concertation avec, n'est-ce pas, l'ensemble des membres du JICAM, et donc les récriminations qui sont portées dans cette lettre, c'est les récriminations de l'ensemble, n'est-ce pas, des membres du JICAM. Donc c'est comme ça qu'il faut dire. Il faut savoir par exemple qu'au Cameroun, la pression fiscale est assez forte. En termes de prélèvement obligatoire, on est à 57,1%. C'est assez énorme, c'est costaud. Et quand vous prenez des pays d'égal niveau de développement, par exemple comme la Côte d'Ivoire, c'est 50%, le Sénégal c'est 45%, le meilleur élève c'est le Zimbabwe qui est à 16%. Mais il faut savoir qu'en plus de cela, depuis 2016, le climat fiscal au Cameroun présente beaucoup de difficultés. Parce qu'il faut savoir qu'en 2016, par exemple, dans la collecte de la fiscalité au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, on présentait déjà une variante négative au nord-ouest de 12% et au sud-ouest de près de 7,5%. Cette situation est allée crescendo jusqu'à atteindre des pics de 80%. Parce qu'il faut savoir qu'au nord-ouest, on ne collecte presque plus rien. Au sud-ouest, c'est le cas. Donc, en dehors de Boya et de Bamenda, qui peut-être collectent encore des petits trucs, on ne collecte vraiment plus. Donc il faut savoir que l'État n'a pas baissé ses objectifs en matière d'attente de fiscalité. Donc l'assiette est restée la même. Et donc il faut savoir que la pression qui était avant exercée sur le nord-ouest et le sud-ouest ont été transposées sur 8 régions uniquement. C'est comme si vous prenez le travail de 10 personnes et vous renvoyez ça à 8 personnes. Donc ça crée une surcharge quelque part. Pression. Et il faut comprendre que lorsque les entreprises se plaignent, c'est à raison. Je vous prends un exemple. Avec la situation justement du nord-ouest et du sud-ouest, vous avez une entreprise comme les brasseries. Ne me donnez pas la facture, je ne suis pas l'agent de publicité de quelqu'un. Mais vous avez une entreprise comme les brasseries qui sont des gros mastodontes qui se plaint d'une baisse de son chiffre d'affaires de 30%. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que les brasseries ne vendent plus dans cette zone. Ils ne peuvent même plus affréter un camion dans cette zone pour transporter leurs produits. Et donc, lorsque vous avez une situation comme celle-là, où les brasseries ont une baisse de leur chiffre d'affaires de près de 30%, et vous maintenez le niveau de fiscalité, et il faut savoir que les entreprises comme les brasseries sont un contributeur direct et indirect, parce qu'ils payent directement une fiscalité, et ils génèrent des activités avec des PME qui, à travers, n'est-ce pas, les brasseries payent une autre fiscalité. Et donc, lorsque vous avez une situation comme celle-là, vous avez par exemple la CDC qui ne contribue presque plus, vous avez beaucoup d'entreprises, Pamol, qui ne contribuent plus, vous avez Del Monte qui ne contribue plus, et l'État, je l'ai bien dit, dans la nouvelle loi, la nouvelle loi de finances, vous avez vu que les objectifs en termes de fiscalité n'ont pas baissé du tout. Et donc, ceux qui restent ont une pression fiscale énorme. Et donc, le directeur des impôts devrait commettre un audit fiscal pour recenser ces difficultés-là. Vous savez par exemple que une société comme la Sonara à Limbe faisait graviter autour de cette activité près de 300 PME qui étaient des prestataires de services et qui aujourd'hui presque n'exercent plus. Pour le pire des cas, ils ont fermé la porte pour ceux qui dépendaient à 80-90% de la Sonara pour leurs activités quotidiennes. Ils ont mis la clé sous le paillasson. Pour ceux qui dépendaient juste à moitié, ils sont à près de 50% du baisse de leur chiffre d'affaires. Donc, si vous prenez cela, si le directeur des impôts ne peut pas mener une étude pour permettre qu'on fasse des pondérations au niveau de la fiscalité pour pouvoir alléger les effets induits en termes de pertes sur le contribuable, ça fait problème. Et donc, c'est à ce niveau que lui, il n'a pas fait un problème, et c'est à ce niveau que le JICAM lui dit, mais nous rencontrons des difficultés énormes, nous sommes asphyxiés, nous suffoquons.
Pourquoi? Parce que lorsque le chef de l'État, on lui apporte la loi, on lui dit, bon, cette année, nous avons maintenu 5 000 milliards. Qu'est-ce que vous voulez? Il a signé. Il sait qu'on a maintenu 5 000 milliards. Il faut atteindre les objectifs. Et si le directeur des impôts, au lieu de leur présenter les difficultés conjoncturelles dans la collecte de cette fiscalité, continue de maintenir la pression, ça pose problème. Parce que ce sont les mêmes acteurs qui doivent contribuer et parfois à des taux très élevés. Donc ça suffoque, ça étouffe. Mais si le directeur général des impôts faisait un audit fiscal pour dire aux gens, on ne peut pas atteindre ces objectifs, peut-être que ça amènerait même le président de la République à comprendre les conséquences réelles de la guerre dans le Nozo et comprendre qu'on est presque à 30% de perte de fiscalité et donc qu'on ne peut pas atteindre les objectifs comme dans les années antérieures, et donc ça peut-être l'amènerait à changer sa vision sur la crise du Nozo et faire en sorte qu'on puisse mettre un terme à cela très rapidement. Mais si vous lui dites que non, on peut collecter 5 000 milliards, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, mais le chef de l'État, lui, se dit, ben, il n'y a pas de souci, on peut collecter 5 000 milliards. Mais si on fait ce travail et qu'on lui présente et que statistiquement, il se rend compte qu'effectivement, la situation n'est plus tenable, eh bien, il va rassembler son état-major pour lui dire, écoutez, il faut qu'on trouve rapidement une solution parce que si on continue d'aller dans ce sens-là, il est fort possible qu'on fonce droit dans le mur. Voilà, Dalvaris Zungoudjo, c'est ça la réalité. C'est cela la réalité. La conjoncture nous impose depuis 3 ans la guerre dans le Nozo, oui, mais le directeur général des impôts, il tient pas trop compte de cela. Il doit collecter ses impôts. Hein. Oui, il doit collecter ses impôts, mais il faut tenir compte des variables qui sont claires. Ce sont des variables qui sont connues par l'État du Cameroun. Oui. Premier élément. La guerre, depuis le début de la guerre dans le Nozo, on reconnaît que l'administration fiscale a eu des pertes. Les pertes se situent entre 34 et 37 milliards de francs CFA. Mais l'administration ne doit pas aussi oublier, puisqu'en fait, quand elle a les pertes, elle essaye de faire supporter ces pertes de ces zones-là sur les 2 autres régions, peut-être. Sur les 8 autres régions, merci, peut-être. Mais l'administration ne doit pas oublier que pendant qu'elle perdait entre 34 et 37 milliards, les entreprises ont perdu 887 milliards de francs. Ouais. C'est presque 1000 milliards. Ouais. Mais vous en avez perdu 34, quelqu'un il a perdu presque 100 fois ce que vous avez perdu. Je pense qu'on devrait être un peu plus regardant. Et c'est même là, peut-être, un élément qui peut expliquer le fait que le président Tawamba dit qu'il y a comme un refus de la confrontation, un refus du dialogue. Pourquoi un refus du dialogue? Je prends un élément très simple. Dans les propositions faites par le JICAM, à l'administration fiscale en ce qui concerne les minimums perceptibles, puisqu'il demande tout le temps que l'administration devait prendre les dispositions pour que le minimum perceptible puisse être ramené. C'est-à-dire qu'en fait, selon la loi fiscale au Cameroun, quel que soit ce que vous faites sur votre chiffre d'affaires, même si vous n'avez rien, battez-vous pour qu'on puisse, même si vous n'avez pas fait de bénéfices, l'État s'engage à préserver une partie de votre chiffre d'affaires. C'est autour de 2,2%. Et le JICAM dit, c'est trop fort, on peut faire un dialogue entre nous, ramenons cela de 2,2% à 1,1%. Et depuis plusieurs années qu'ils ont proposé cela, il n'y a pas de réponse en face. Et quand il n'y a pas de réponse en face, on peut affirmer, ça risque de se tromper, qu'il n'y a pas de dialogue. Moi, je pense, à mon humble avis, que si le JICAM avait proposé de ramener le minimum perceptible de 2,2% à 1,1%, l'administration fiscale peut se dire, ok, bavardons-y, mais nous pensons que vous traversez des difficultés sérieuses, vu les différentes crises d'abord, dans la conjoncture économique internationale, sur l'ensemble du territoire national, mais en plus amplifié par la situation économique dans le Nozo. Par rapport à cette situation, nous ne pouvons pas vous accorder 1,1%, peut-être 1,75%, c'est pas, ou 2%, c'est un geste, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que le JICAM argumente quand même de manière sérieuse. Ils disent, si vous amenez le minimum perceptible de 2,2 à 1,1, ça permet aux entreprises d'économiser 51 milliards. Or, les 51 milliards peuvent être réinvestis dans le tissu économique. Puisque quand vous faites des économies de plus de 50 milliards, vous pouvez investir en ce qui concerne la production, vous pouvez plus employer des personnes. Si vous employez plus de personnes, ça permet à ces personnes de vivre, ça permet à leur famille de vivre. Et surtout, c'est important que nous savons, ce sont des variables qui ont une explication par rapport à la crise de nous, ce que les gens n'ont rien à faire. Quand les gens n'ont rien à faire, ils sont plus disposés à prendre 10 000, 5 000 francs pour transporter des armes, comme le font tous les jours, pour transporter les cartouches des armes, alors que s'ils avaient des occupations, ils ne veulent pas le faire. Et si vous avez 50 milliards que vous investissez pratiquement par an, vous pouvez résorber une bonne partie du chômage. Si vous résorbez cela, vous êtes en train de participer à aider l'État à faire face à une crise. Il faut bien comprendre.
La crise au nord-ouest coûte de manière très importante en matière sécuritaire. C'est plus de 351 milliards en matière sécuritaire. Or, ces 351 milliards que l'État dépense pour supporter cette crise pouvaient être investis dans d'autres secteurs de l'économie. Puisque quand vous regardez, nous sommes en train de parler d'Inozo. Mais à l'extrême nord, c'est pas si différent. Là, quand vous regardez la frontière, moi j'ai été encore dernièrement avec la Centrafrique, c'est pas si différent. C'est là, quand des jeunes sont des vagabonds, ils sont plus susceptibles d'être entraînés dans des choses qui ne sont pas acceptables. Et si vous avez une politique fiscale qui est extrêmement rude, vous encouragez les entreprises à fermer les portes. Si les entreprises ferment les portes comme elles le font au Cameroun tous les jours, cela veut dire que les gars sont déversés dans la rue. Et ils deviennent ce que nous vont dans la ville de Douala. Est-ce que c'est sérieux? Je vous ai dit, il y a de cela quelques jours, j'étais avec un ami qui vient du Tchad. Nous marchons ici à Deido. Des jeunes sont dans la rue en pleine journée. Ils vous agressent. Ils sont en bande organisée, peut-être 10-40 personnes. Ils vous prennent téléphone portable, argent, je ne sais pas quoi, passeport, tout, au vu au-dessus de tout le monde. C'est ce qu'on appelle de la milice. Et pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire de la mafia, de la drangheta titilienne, c'est comme ça que ça a commencé. C'est des gens qui s'organisent, ils se font juste à eux, ils essayent de trouver de quoi vivre. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont rien à faire. S'ils étaient un peu employés, s'ils avaient un petit revenu, je suis convaincu que ça ne devait pas être les mêmes choses. Mais si d'abord nous avons un tissu industriel qui est très très faible, nous avons un tissu économique qui est extrêmement en difficulté vu les accords de partenariat économique, mais si nous les asphyxions encore avec une fiscalité extrêmement dure, je crains que avec le temps, et nous avons pu le remarquer, de plus en plus d'entreprises, même des entrepreneurs camerounais, ferment les portes ici pour aller ouvrir des entreprises ailleurs, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire. Ouais, on en voit beaucoup d'exemples. Je crois que c'est le PCN, et votre patron, il a une entreprise en Côte d'Ivoire. Et je me dis que dans un état sérieux, si on pouvait l'encourager à venir faire son entreprise au Cameroun, cela créerait des emplois. Ok. Justement, le JICAM repose justement au directeur général des impôts, dans ce climat délétère qui est instauré depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire que des hauts responsables sont obligés de quitter le Cameroun pour aller investir ailleurs. Une situation regrettable. Justement, la situation est regrettable, comme l'a si bien dit Dr Gouchou tout à l'heure. Il y a beaucoup de Camerounais qui s'en vont créer des entreprises dans d'autres pays parce que là-bas, la politique fiscale est moins rude que ici chez nous au Cameroun. En réalité, peut-être le problème se pose avec acuité avec la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais le climat des affaires a toujours été, excusez-moi du terme, nauséabond dans notre tissu économique. Nous sommes dans un système classique. C'est-à-dire que l'État ne pense pas à élargir, à élargir le tissu économique, c'est-à-dire en faisant entrer d'autres paramètres ou d'autres paramètres qui pourront contribuer à renforcer le tissu économique, parce que nous avons par exemple l'agriculture qui peut être un maillon ou bien une occasion pour l'économie du Cameroun de pouvoir puiser lorsqu'on est en crise, qu'on puisse au moins se référer à l'agriculture avec tout ce que ça peut entraîner comme emploi, comme ressources humaines, infrastructures et tout. Donc maintenant, nous sommes dans un pays où l'État ne pense pas de reproduire ou bien la création des richesses, de nouvelles richesses qui vont entrer en scène. Et maintenant, je voudrais aussi parler de... Tout à l'heure, on a beaucoup parlé du directeur général des impôts. En réalité, nous n'avons pas une administration de performance. Le directeur général des impôts, je l'ai dit tout à l'heure, ne peut rester focalisé que sur la feuille de route qu'on lui a donnée. Tout à l'heure, on a dit qu'il devrait ouvrir un dialogue entre le patronat, les hommes d'affaires pour pouvoir trouver un consensus ou bien une ligne qui permettrait à l'économie du Cameroun d'avoir moins de ruptures ou bien d'avoir moins
de casse comme nous sommes en train de constater maintenant. Donc nous n'avons pas une administration de performance, ce qui fait qu'il reste, peut-être même qu'il pense, peut-être même qu'il a aussi, avec son état-major ou bien ceux qui sont autour de lui, pensé à pouvoir élargir, ou bien à pouvoir élaguer un certain nombre de problèmes. Mais comme l'administration est hyper centraliste, on ne peut donc pas, il ne peut pas aller au-delà du cadrage qui a été donné. Donc, en réalité, il y a chaque 2 ans au Cameroun, il y a souvent une rencontre des chefs d'entreprise, Cameroun Business Forum, qui chaque 2 ans, ils se retrouvent, ils prennent un certain nombre de résolutions, de recommandations qui restent, qui plantent sur pied les 2 ans. Après 2 ans, on reprend encore les mêmes, on reprend les mêmes résolutions qui ne décollent pas. En réalité, au Cameroun, on a un problème de gouvernance parce que, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, la loi ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et maintenant, on peut avoir des décrets d'application, on peut avoir des arrêtés signé par les ministres, signé par un certain nombre de choses pour pouvoir décongestionner un certain nombre. Parce que quand on est bloqué quelque part, on s'assoit, on discute et maintenant on trouve ce qui est utile pour tout le monde. Parce que si on a une économie comme elle est en train, on va vers le gouffre là. Si on a une économie qui peine à décoller, on a des PME, celles qui sont même, qui existent là, beaucoup ont fermé. Parce que parfois, quand je parcours, j'essaie un peu de parcourir les journaux qui économisent, on donne un certain chiffre. Bon, parfois, moi, je me pose la question de savoir est-ce que c'est la réalité ou alors ce sont des chiffres qui sont, ou bien ce sont des statistiques juste pour pouvoir remplir dans les journaux. Il y a des régions où il n'y a aucune, je dis bien aucune entreprise qui existe. En dehors du fait que le NOZO et le NOZO a des crises, mais on a des régions au Cameroun où il n'y a aucune entreprise qui existe et qui fonctionne normalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des pesanteurs, il y a des barrières de péage à tous les niveaux de l'administration. Parce que même dans les impôts là, si vous simple citoyen, vous pensez que vous allez créer une entreprise, quand vous arrivez, parfois, vous êtes découragé à cause juste du chemin qu'il faut faire avec toutes ces barrières qui sont souvent mises en route de péage, de ci et de ça. Mon président Cabral Ebi est PCA d'une entreprise en Côte d'Ivoire. Il nous a révélé que là-bas, la taxe sur les entreprises est de 25%. Au Cameroun, allez voir combien elle est. Au Cameroun même qui a un certain nombre de choses à pouvoir corriger, malgré que la Côte d'Ivoire est un pays qui a été en guerre pendant des années, mais le Cameroun, aujourd'hui, peut-être qu'on va nous prendre le prétexte du NOZO, mais avant la crise du NOZO, il y a cela 4 ans, 5 ans, le climat des affaires était déjà assez compliqué au Cameroun. Donc, je vais dire que le GICAM, moi, je continue à dire, ou bien à insister sur le fait que le GICAM ne devrait pas s'adresser au président de la République seulement pour s'adresser. Il fallait que dans cette lettre, qu'il propose aussi des solutions. Comment est-ce qu'ils pensent que cela devrait être fait? Parce que à la suite ou à la suite de cette, j'ai dû lire entre bien peut-être un commentaire dans un journal où il demande le limogeage du directeur général des impôts. Je me pose bien la question, est-ce que le limogeage viendra résoudre le problème? Il faudrait que non seulement ils adressent la lettre au président de la République, mais qu'ils proposent des solutions qui viendront améliorer le climat des affaires. Parce que le climat des affaires au Cameroun, c'est quelque chose sur laquelle on insiste depuis des années. Je dis, le Business Cameroun Forum se tient tous les 2 ans. Je voudrais donc que les prochains, je pense que l'année prochaine, ou bien cette année 2020, il va se tenir, qu'on essaie de nous dire un peu qu'est-ce qui a avancé dans ce domaine, parce que tous les chefs d'entreprise, tout ce qu'ils font dans les affaires, tout ce qu'ils pensent économie, tout ce qui vient pour le développement économique vont vous parler des mêmes problèmes. Les problèmes sont les mêmes chaque année. Nous allons crier là maintenant parce que là c'est une lettre que nous sommes en train de décrypter, mais demain il y aura encore un autre scandale, parce qu'en réalité le Cameroun c'est un pays de scandale en scandale. C'est regrettable. Voilà, justement dans cette lettre, le président du GICAM dit que le directeur général des impôts qualifie les entreprises membres du GICAM d'adeptes de la fraude.
l'élévation fiscale. Ça veut dire qu'il y a un problème entre le GICAM et la Direction Générale des Impôts, alors qu'on sait qu'il y a d'autres groupements, pas tout le monde. C'est-à-dire l'ECAM, il y a le MECAM. Donc c'est un problème, GICAM, impôts seulement. Les autres groupements n'ont pas de problème avec les impôts? Là, je peux pas vous dire s'ils n'ont pas de problème avec les impôts, mais si vous regardez, le GICAM qui se plaint. Si vous regardez l'atmosphère des affaires au Cameroun. Ma question est simple. Pourquoi c'est seulement le GICAM qui se plaint? Bon, peut-être parce que le GICAM, c'est quand même la principale la principale représentation des patrons. Oui. Le docteur a dit tout à l'heure que Célestin Tamba, en dehors d'être président du GICAM au Cameroun, il est président, je crois, de l'Union de l'Afrique centrale. C'est assez lourd. Donc, ça veut dire que ça pèse un peu costaud aussi chez eux. Donc, c'est quand même le poids lourd des patrons au Cameroun. Et vous savez, très souvent, ils ont accompagné certaines délégations présidentielles dans des visites d'affaires à l'étranger. Il est donc, toujours, hein, ouais. Voilà, il est donc à un moment donné tout à fait normal qu'il pense que quand ça commence à asphyxier, qu'il se plaigne. Alors, les taxer comme ça d'être les adeptes de la fraude, il aurait peut-être des preuves en sa possession, mais maintenant, la loi est simple. Lorsque vous décelez une société qui fraude, vous leur faites simplement le redressement au lieu de les taxer d'adeptes à la fraude. Là, il n'y a pas à se faire cadeau. Vous parlez de redressement, hein, le GICAM se plaît justement, ils disent qu'il y a des redressements démesurés. Bon, si les redressements sont démesurés, hein. il y a des conseillers juridiques dans chaque entreprise. Vous ne pouvez pas, parce qu'on vous avez suivi dernièrement l'affaire, je crois que c'était après les élections présidentielles au Cameroun, l'affaire de M. Ngouchigé, dont on prêtait les intentions d'avoir soutenu un éventuel candidat. Et puis on a parlé d'un redressement, je crois, de 200 milliards de francs. Mais on a tous suivi dans les médias comment les avocats sont montés au créneau et ont défendu bec et ongle leur patron. C'est comme ça que ça devrait se passer. On ne peut pas vous taxer de quelque chose dont vous ne vous reconnaissez pas. Si vous payez régulièrement vos impôts, vos taxes, bien évidemment, c'est contre un reçu. Donc, vous devez avoir de quoi faire votre comptabilité et ranger tous les documents. Moi, je dis, c'est une fuite en avant. L'économiste Edmond Katé a expliqué tout à l'heure, il va falloir à un moment donné faire des compromis et des concessions. Edmond Katé disait justement que, entre les lignes, qu'il manque ce visage humain-là à la Direction Générale des Impôts. Oui, par rapport à la conjoncture. Et non. La Direction Générale des Impôts devrait avoir, entre guillemets, un visage humain. Il ne tient pas en compte des variables. Il a bien dit. Au sud-ouest, on ne collecte plus rien. Voilà. Au nord-ouest, on ne collecte plus rien. Mais quand on maintient qu'on a 5 milliards et qu'on croit qu'on est capable toujours de les collecter, ce n'est pas évident. Maintenant, on est en train d'accuser la crise à l'est, au nord, et aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest. Mais avant même, Madame ici l'a dit tout à l'heure, le climat des affaires au Cameroun est très, très, très difficile. Si vous êtes un homme d'affaires, vous avez des difficultés avec l'Internet. La fibre optique est extrêmement lente. Il y en a aujourd'hui qui peuvent rester sur place et résoudre les problèmes dans 2, 3, 4, 5 pays et couler leurs marchandises. Si vous êtes sur place, le trafic routier, la nationale numéro 1, numéro 2 et tout, vous savez un peu à quoi ça ressemble. Ce n'est pas évident de couler la marchandise. Vous avez la flotte aérienne qui est presque inexistante. Ce n'est pas évident. Pour ne pas parler de l'aspect ferroviaire, du transport ferroviaire et tout ça. Donc le gouvernement doit tenir compte de tout cela pour comprendre que pour que les patrons créent de l'emploi, pour qu'ils payent bien les employés, afin que le panier de la ménagère ressente ces effets-là, il faut relâcher un peu de pression fiscale, mais traquer les fraudeurs, parce qu'il y en aura toujours les petits tricheurs. Mais ce n'est pas parce que les gens réclament l'amélioration ou bien de tenir compte des variables que vous allez les taxer de fraudeurs. Ce n'est pas normal. Ce qui est embêtant, c'est que c'est les patrons, c'est les grands agentiers du Cameroun qui se plaignent et qui déclarent haut et fort que la rupture est consommée. Oui. Moi, j'essaie de scruter sur l'avenir. Comment ça va se passer? C'est pour ça que je dis qu'il va falloir qu'il y ait une sortie. Il faut quelqu'un pour tempérer. Le président n'agit pas aussi rapidement dans les situations pareilles. Il a certainement des émissaires parce qu'il faudrait bien que les patrons et les impôts travaillent ensemble. Ils ne peuvent jamais
sortir les gants, chacun donne des coups, et ainsi de suite. On ne va pas arrêter de payer les impôts, mais on ne peut pas continuer aussi à ce rythme-là, parce que beaucoup de sociétés vont fermer porte et vont aller investir ailleurs, comme le président de notre seule dame ici qui allait investir en Côte d'Ivoire. Moi, je ne l'encourage pas. J'aimerais quand même qu'il fasse un effort de venir investir chez lui. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir être président dans un pays et aller créer la société ailleurs. Vous allez employer les citoyens des autres pays. Il faudrait qu'il ait le courage de venir affronter les réalités de son pays. Mais vous vous contredisez parce que vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez être dans un pays et puis travailler dans plusieurs pays. Mais il crée les emplois. Il crée aussi au Cameroun. Qu'est-ce que vous en savez? On a des succursales. Une entreprise a des succursales. Une entreprise a des succursales. Justement, vous ne pouvez pas dire qu'il n'emploie que les Ivoiriens. Encore qu'il y a des Camerounais en Côte d'Ivoire. Il y a des Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire. Je veux bien qu'en Côte d'Ivoire, qu'il emploie plus de Camerounais que... Non, je dis que vous n'en savez pas. Vous n'en savez rien. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il a allé créer une entreprise en Côte d'Ivoire et que le Cameroun ne va pas en bénéficier. Voilà. Il crée, il y a des succursales au Cameroun. Il emploie des Camerounais. L'essentiel, c'est que la richesse rentre au Cameroun. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Mais là, la richesse, ce n'est pas que le capital. La richesse, c'est les emplois physiques pour les familles. Je dis les emplois. Nous sommes dans je pense que le Cameroun n'est pas un vase clos. Nous allons vers. On est à l'ouverture. Si le système économique en Côte d'Ivoire est moins rude qu'au Cameroun, vous ne pouvez pas lui faire ce procès. Voilà, merci. On va continuer après le journal de 20h parce qu'il est déjà là, Cédric Doufélé, qui va nous présenter les titres du 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cette vague d'indignation après l'acte d'agression d'un enseignant dans un établissement scolaire public à Ayos. Il a été libéré ce jour. Les élèves dont les pantalons ont été déchirés ont vu d'autres tissus leur être accordés pour résoudre le problème. Pour autant, des Camerounais ont réagi sur la toile, d'aucuns critiquant l'acte de l'autorité administrative, d'autres prenant la défense de la dame sous-préfète à Ayos au regard des actes posés dans ce lycée. Qu'en est-il réellement? Comment réagissent des enseignants? Et comment expliquer une telle agression qui se multiplie sur le corps enseignant depuis de nombreuses années? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Grand reportage ce soir sur ces nuages de poussière dans la cité capitale à Yaoundé, notamment dans le 2e arrondissement, entre le carrefour Ahala et d'autres quartiers. Là-bas, ce sont des nuages de poussière qui dictent leurs lois, rendant le quotidien des populations difficile, avec des routes impraticables en plein Yaoundé. C'est le grand reportage à suivre en ouverture du journal de 20h. Ce soir, nous parlerons également des difficultés que rencontre Elecam à se mouvoir dans les zones reculées de la région du littoral. Quelles sont les mesures prises à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale? Quels moyens ont-ils été mobilisés pour permettre à ces populations résidant dans les zones reculées à pouvoir exercer le droit de vote le 9 février prochain? Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de Equinox Soir, première partie. On va se retrouver après le 20h de Cédric Doufélé pour le débrief du journal. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, monsieur, place tout de suite donc au 20h, la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Doufélé. À l'encontre de toute personne qui porte atteinte à l'intégrité physique d'un enseignant dans l'exercice de ses fonctions, demandant également au gouvernement de prendre en compte les textes particuliers pour le statut des enseignants au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Roland, ici Edmond Kuaté, coach monté, le docteur Dalvaris Nkoudjou. Permettez-moi, madame, monsieur, de lire la loi numéro 98/004
du 4 avril 1998 sur l'orientation de l'éducation au Cameroun. Article 27. Alinéa 1. L'enceinte d'un établissement d'enseignement est inviolable. Alinéa 2. Les chefs d'établissement scolaire sont responsables du maintien de l'ordre dans leurs établissements. Alinéa 3. L'intervention des forces de l'ordre ne peut y avoir lieu que sur réquisition expresse du chef d'établissement. Alinéa 4. En cas de défaillance dans l'accomplissement de leur mission de maintien de l'ordre, les chefs d'établissement sont suppléés de plein droit par les autorités hiérarchiques ou de tutelle. Edmond Kouyaté, ce qui s'est passé au lycée Blingue d'Ayos, je crois qui a tort? Qui a tort? Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. C'est qui alors? L'autorité administrative n'était pas dans son droit. Absolument, je vais dire que c'est elle qui a sémé le trouble dans cet établissement. Parce que si on s'en tient à l'esprit, à la lettre de la loi que vous venez de lire, elle n'était pas dans son droit. Je vais dire, la raison invoquée ici, c'est qu'elle aurait constaté que certains élèves étaient mal vêtus, avaient des tenues n'est-ce pas, peu recommandables, d'accord, mais il y a dans l'administration, il y a ce qu'on appelle les normes hiérarchiques. Ça veut dire qu'elle était en droit d'attirer l'attention du proviseur du lycée, à travers, n'est-ce pas, certains canaux prévus à cet effet. Elle pouvait même saisir le délégué régional, le délégué départemental. Elle pouvait attirer leur attention d'une manière ou d'une autre. Ce qu'elle a fait, c'est un abus d'autorité. Comment est-ce qu'elle se serait comportée si elle entendait que dans son unité administrative, le gouverneur était à la poursuite de quelqu'un? Par exemple, je dis dans son unité administrative, sans qu'elle ne soit informée. Est-ce que le gouverneur peut laisser le préfet, n'est-ce pas, le sous-préfet et aller au quartier, se mettre à poursuivre un individu sous prétexte qu'il n'a pas respecté telle norme ou telle autre norme? Non, mais je pense qu'il y a quand même une hiérarchisation, à respecter, ce qu'elle n'a pas fait. Elle aurait dû suivre la voie, n'est-ce pas, les canaux prévus à cet effet pour attirer, n'est-ce pas, l'attention du proviseur sur, n'est-ce pas, la mauvaise tenue, sur l'uniforme de mauvaise qualité des élèves dans cet établissement. Donc, et ça arrive dans un contexte un peu déjà tendu où les enseignants, n'est-ce pas, se font tuer par des élèves et donc où on dénonce, où on met tous l'index sur la qualité, sur la recrudescence des violences dans les établissements. On parlait encore du lycée de Colbison, où un élève avait, n'est-ce pas, tué l'enseignant, et puis on se souvient qu'au lycée de Bonabéry, c'est Bonassama, c'est un homme en tenue qui allait, il faut quand même qu'on comprenne aujourd'hui qu'on ne peut pas... Le deuxième, on fait asseoir un enseignant, le sous-préfet toujours. Le sous-préfet fait asseoir un enseignant devant l'élève et lui intime l'ordre de demander pardon à l'élève. Non, mais je crois quand même que ceux qui soutiennent de tels actes, je ne sais pas s'ils ont eu la grâce et le privilège. Mais madame, c'est que la vie continue. Et puis, c'est ça le problème. Vous savez, on a dénoncé le cas particulier, c'était de l'extrême nord, où le sous-préfet a intimé l'ordre à un enseignant de s'asseoir et de présenter des excuses à un enfant. Et puis, il me semble que ça n'a pas suivi d'acte. Rien, on est resté dans un état permissif où personne n'a voulu sanctionner cela. Moi, je pense que on est quand même arrivé à un stade où il faudrait qu'on fasse comprendre aux gens le rôle de l'enseignant. Je vais dire que si vous et moi sommes ici en train de parler avec aisance, distinctement et clairement, c'est parce que nous avons été encadrés par des enseignants. Je vais dire quand même que ce sont ceux-là qui nous permettent d'échapper aux griffes de l'obscurantisme. Et donc on ne peut pas les traiter avec autant de mépris, avec autant de condescendance, avec autant d'arrogance, sous le simple prétexte qu'on est une autorité administrative. Je veux bien. Je veux qu'on comprenne que du haut, n'est-ce pas, de son pouvoir, on ne peut pas entendre que le président Paul Biya, dont elle représente dans ce département-là, est dans les rues, le chef d'État. On ne peut pas entendre que le chef d'État est dans les rues en train de poursuivre les taximans parce qu'ils sont mal garés. Non,
s'il constate que quelque chose ne va pas, il attire l'attention, n'est-ce pas, de la personne qui est chargée de cela. C'est comme ça que ça se passe. Je ne pense pas que, déjà, elle a violé l'enceinte de cet établissement, il faut le noter. Elle a violé l'enceinte de cet établissement. Article 27, par exemple. Linéa 1. Exact. Et elle est allée plus loin, n'est-ce pas, en portant, n'est-ce pas, portant des coups sur, n'est-ce pas, l'enseignant. Et je pense que s'il y a aujourd'hui des autorités qui nous suivent, cela ne devrait pas rester, n'est-ce pas, sans suite. Coach Joseph Monté, un établissement, comme le dit l'article 27, est inviolable. C'est incompréhensible. Ou bien c'est pour certaines personnes. Non, bien pour le chef de terre peut faire ce qu'il veut. La loi, c'est la loi. Tout le monde doit respecter la loi. La loi, c'est la loi. C'est pas parce qu'elle est l'autorité. En tant qu'autorité, elle devait être la première à faire respecter, voire à respecter. Si cet élève s'est retrouvé dans une salle de classe, ça veut dire qu'il a traversé le surveillant général. Vous savez comment ça se passe dans les établissements scolaires. Il y a les surveillants qui sont devant le portail, qui contrôlent les élèves qui rentrent. L'élève a traversé le surveillant de bâtiment et s'est retrouvé avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y a beaucoup plus de mobilisation dans les établissements. Donc, ça, certainement, cet élève-là, ou bien ces élèves-là, sont passés devant certaines personnes qui les ont contrôlés. Donc, pour le sous-préfet, c'est la complicité. Donc, les surveillants sont complices. Mais, quand vous regardez son acte, ils ont laissé faire. Ça ne s'explique pas. Un surveillant qui a été formé. Vous parlez de ces barrières-là. Ces différentes étapes avant de se retrouver dans la salle. Donc, si le sous-préfet se retrouve dans la salle, pour elle ne devait même pas se retrouver les surveillants généraux, tout ça, les surveillants du secteur ont été complaisants? Non, ils n'ont pas été complaisants. C'est un abus d'autorité. Ça veut dire qu'elle a traversé le bloc administratif, quand même. Et elle s'est retrouvée nez à nez avec l'enseignant. A fait le travail du surveillant général. A fait le travail du surveillant général. Elle serait passée par le bloc administratif et poser le problème. Alors, si elle se on convoque l'enfant. On convoque l'enfant. Le rôle du surveillant général, c'est d'aller chercher l'enfant. Si sont 2 ou 3, elle les retire, le surveillant général les retire et puis les amène dans le bloc administratif. Alors, quand elle se retrouve nez à nez avec l'enseignant, ça veut dire qu'elle a sauté le bloc administratif complètement. Il y a un problème, même au niveau de la sécurité de l'établissement. Ça aurait été peut-être un hors-la-loi qui serait venu régler un compte soit à l'enseignant, soit à un élève. Alors il y a un problème de sécurité qui se pose aussi. Mais à côté de ça, rien n'explique le fait que une dame en plus porte la main sur un homme. Ah bon? Ah ben non, ça s'explique. Vous permettez à Roland Dessus de une dame que nous sommes censés, que nous les hommes sommes censés protéger, qui est une maman qui est censée être douce. C'est elle qui porte la main sur un violence. C'est la réciproque qui est normale. La violence a donc changé de camp. La réciproque est normale. C'est l'homme qui doit porter la main sur nous ne disons pas que porter la main. Nous, on protège les femmes. Oui. Mais très couramment, on sait que quand ça ne va pas dans les ménages, c'est l'homme qui, peut-être par défaut d'argument, est très obligé de recourir à la violence. Et on le reproche partout. Mais si aujourd'hui, c'est les femmes qui sont en train de battre sur les hommes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, cet enseignant, non seulement il est enseignant, il est le père des enfants, un père de famille, il est le mari d'une femme. Alors, imaginez que la femme de cet enseignant-là, il va dans le bureau de la sous-préfet pour demander les comptes. Pourquoi tu portes la main sur mon mari? Ça non, ne donnez pas des idées à la non, je ne donne pas des idées, mais je dirais que toute proportion gardée, lorsqu'on a une autorité, on doit avoir la maîtrise de ses émotions. On ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Ce qui s'est passé dans ce lycée, c'est rien par rapport à ce qui s'est passé à Garoua. À Garoua 2. Où on fait asseoir un enseignant, on lui demande de présenter les excuses à un enfant, à un élève. Ça ne s'explique pas. Et rien n'est fait. Où est passé le ministre de l'enseignement secondaire? Où sont passés les inspecteurs pédagogiques et autres? Alors aujourd'hui, les enseignants indignés se lèvent. Et on va voir derrière, on va commencer à faire des raccourcis. À dire que les hommes politiques sont en train de pousser pour le soulèvement. Mais ce n'est pas normal. Si cet enseignant est violent et il réplique. Voilà. Exact. Vous voyez? Peut-être on sera en train de conduire l'enseignant dans un poste de gendarmerie et la dame, sous-préfète, en tenue, à l'hôpital.
Donc, je crois que les femmes n'ont aucun... Donc, l'enseignant a respecté l'autorité. Moi, je crois que c'est un homme particulier. Parce qu'un homme dans ce genre de situation, arriver à se maîtriser, c'est un patriote. J'ai dit beaucoup de j'ai dit félicitations. Voilà, il a respecté l'autorité de l'État. C'est pas une question de respecter. Il y a des hommes... Puisqu'il n'a pas réagi. Il y a des hommes qui sont illégaux. L'enseignant n'a pas réagi. Il y a des hommes qui sont galants. Notre autorité et que... voilà, il respecte la femme. Oui, elle exagère. Elle le gifle devant les élèves, elle l'amène à la gendarmerie. Mais l'abus est grave dans un autre pays. Donc l'enseignant a félicité. Non, il a félicité parce qu'il a félicité. Il a été galant. Il a été galant. Son syndicat a tout intérêt à même l'autorité administrative doit prendre une procédure doit être faite contre cette autorité. Les autorités ne sont pas au-dessus de la... Non, c'est pas le seul. Hein. On a il y a pas plein là. Voilà, les autres. Ça fait quelques jours, un élève a tué un enseignant. C'est à peine quelques jours, à Bafoussam, un homme en tenue est allé dans un établissement battre une enseignante jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Maintenant, l'autorité, pour montrer l'exemple typique, va dans un établissement, gifle un enseignant en plein exercice de sa fonction et en plus l'amène dans la gendarmerie. Est-ce que c'est sérieux ça? Pourtant, vous et moi, nous sommes ici parce que nos enfants, mon fils ce matin, était à l'école. Je l'ai confié à la main de ses enseignants qui s'occupent de lui. Vous et moi, nous parvenons à parler ici parce que nous avons eu des enseignants que nous respectons. Quelle autorité digne peut aller dans un établissement? Un enseignant il est même régulier, il donne son cours, vous le giflez et pour faire plus, vous l'amenez à la gendarmerie. Je dis c'est un mépris total. Si l'autorité ne prend pas son pouvoir, si l'État ne prend pas de disposition, cela démontre que dans notre pays, l'enseignant ne vaut rien. Et si l'enseignant ne vaut rien, ça veut dire que les élèves ne valent rien. Et si les élèves ne valent rien, ça veut dire que tout le pays ne vaut rien, puisque ce sont les élèves d'aujourd'hui qui constituent les prochaines générations de demain. Ce sont eux qui vont diriger. Mais si c'est l'autorité administrative de surcroît, une femme, qui va montrer que la violence physique, c'est l'exemple typique au Cameroun, je dis vraiment, nous descendons trop bas. Entretenir, fermer l'œil dessus, sur cet acte, oui, c'est entretenir un volcan qui dort. Ça, il faut le savoir, parce que la morale est en train de foutre le camp. Et nous savons que c'est au niveau de l'école qu'il va falloir insister, amplifier la morale. Si les parents ou les autorités viennent battre sur les enseignants à l'école, ça donne bien évidemment la liberté à un enfant de se comporter n'importe comment devant son enseignant. Vous allez enseigner dans les enfants au prix de donner votre vie. Après avoir donné sa vie la semaine dernière, aujourd'hui on se fait gifler par une dame qui est censée être votre épouse, votre mère ou même votre fille. Donc moi je crois que l'État du Cameroun, sincèrement, se prononce très lentement ou alors pas du tout. Mais qu'ils sachent qu'ils sont eux-mêmes en train d'entretenir ici une piste de violence. Quand elle va se déclencher, ils ne vont qu'en vouloir qu'à eux-mêmes. Parce que là, il est temps de sévir. Même si ce sera par mesure conservatoire, il y a lieu de faire quelque chose. Sinon, le collectif des enseignants indignés va certainement sécher les cours. Et ils auront raison. Donc, moi, je crois que c'est inacceptable. Les femmes ont démontré, encore pour une fois, qu'elles sont plus violentes que les hommes. Roland, ici, vous êtes la seule dame, ici, sur le plateau. Est-ce que vous comprenez le geste de votre semblable? Est-ce qu'il faut être femme pour comprendre le geste d'une personne qui démontre assez de violence comme ça? Normalement, je voudrais quand même revenir sur un fait. Où est passé l'État protecteur? Parce que Madame le sous-préfet incarne quand même l'État dans sa circonscription. Où est passé l'État protecteur? Où est passé... on nous ramène là à l'état de nature, à des millions d'années où vraiment, je ne sais pas si ailleurs, quand on dit qu'un sous-préfet entre dans un établissement, et mes prédécesseurs l'ont très bien démontré, qu'est-ce qu'un sous-préfet fait dans la salle de classe. Moi, j'aimerais bien savoir, je veux bien comprendre, un professeur de lycée, philosophie, la terminale, c'est quand même un plague. Il en a deux. Est-ce qu'il est sous l'autorité du sous-préfet? Moi, je ne sais pas. Est-ce que quand le sous-préfet entre dans cet établissement... Non, pas ces débats-là. S'il vous plaît, permettez-moi. Est-ce que quand le sous-préfet entre dans cet établissement, était-il accompagné par l'administration directe du professeur? Parce que c'est quand même... L'école, c'est une institution. Et je pense que c'est l'autorité qui doit être la première personne à respecter cette institution. Maintenant, au-delà de ça,
Madame le sous-préfet, une femme, nous sommes quand même des bantous et puis nous sommes dans une société patriarcale. Une femme ne porte pas la main sur un homme. Quel que soit l'acte que l'enseignant a posé, quand même, un homme reste un homme en Afrique. Un homme reste un homme au Cameroun. Une femme ne doit pas porter, ou je ne sais pas, quels que soient les galons qu'elle peut avoir, elle n'a pas le droit de porter la main sur un homme. Il faut quand même qu'on comprenne, parce que nous les femmes, on a l'habitude de dire, nous voulons beaucoup plus d'image on cherche le pouvoir. Ah bon, mais la violence? On cherche le pouvoir, mais comment est-ce qu'on va donc user de ce pouvoir en étant aussi violent comme cela? Parce que quand on essaye de regarder un peu ce qui se passe dans nos établissements scolaires, la violence que les enfants expriment à l'école est généralement la conséquence de ce qu'ils subissent à la maison. Parce que vous n'allez pas me dire que l'enfant qui est, si le sous-préfet gifle l'enseignant comme ça, et devant d'autres élèves, devant des enfants, ça veut dire que chez elle, je pense que là-bas, c'est pire. Ça veut dire qu'elle gifle, et comme ça, l'enfant, quand il va aussi arriver à l'école, il va gifler son enseignant parce que sa maman gifle tout le monde quand elle le croise. Non, moi je dis, il ne faut pas seulement que ce soit les enseignants indignés qui se lèvent. Il faut que tous les enseignants, les organisations des enseignants qui sont au Cameroun se lèvent et contestent cela, parce que moi je dis, tous ces sous-préfets qui sont assez zélés, parce qu'ils sont zélés, non seulement avec ce genre d'acte, nous allons bientôt aux élections, là, vous allez voir le zèle des sous-préfets, alors bien s'exprimer sur le terrain. Il faudrait que des actes comme ça ne restent pas impunis. Madame le sous-préfet d'Ayos doit être simplement relevé de ses fonctions, parce que cela ne doit pas rester impuni. Les enseignants, moi je suis enseignante, et franchement, quand j'entre dans ma salle de classe, j'ai peur. J'ai peur des enfants qui sont là, alors que je devrais venir avec tout l'amour pour pouvoir transmettre. Vous avez peur depuis ce qui s'est passé? Depuis ce qui s'est passé, honnêtement, moi je dis, j'ai peur quand j'entre dans la salle de classe. Parce que tu ne sais pas comment l'enfant... Parce que honnêtement, tous les jours qu'on arrive, les enfants vous sortent, ils sortent de nouvelles speech, de nouvelles stratégies. Alors tu ne sais même pas par où il va commencer. D'autres peuvent même rentrer par les fenêtres, d'autres, tu peux même rentrer en route, il te séquestre et tout ça. Donc je dis ceci, on ne peut pas laisser cela continuer. Il faudrait que pour l'acte d'Ayos, peut-être ce qui s'est passé à Garoua, et je vous ai dit tout à l'heure, le Cameroun c'est un pays de scandale. Ce qui s'est passé à Garoua, on a bavardé, c'est resté comme ça. Franchement, que tous les enseignants, et moi en premier, il faudrait que les gens se lèvent pour condamner de tels actes. Parce que ça ne devrait plus se répéter. Qu'est-ce que le sous-préfet... J'aimerais bien savoir, quand les résultats du bac de l'année dernière sont sortis, avec le taux qu'on a eu, Madame le sous-préfet est allée vers l'établissement, ou bien elle a rassemblé ses enseignants pour demander pourquoi le taux du baccalauréat est aussi bas, pour qu'on essaye de trouver des solutions. On parle de la discipline, on parle de la discipline dans les établissements scolaires, alors que nous tous, nous savons, là, il faut toucher pour que la discipline revienne. Il ne faudrait pas qu'on vienne toujours avec des attitudes pour saupoudrer un certain nombre de choses. Les solutions sont là et nous connaissons comment faire pour appliquer ces solutions. Ce n'est pas en venant... gesticuler, parce que j'aurais appris qu'elle a été huée quand l'enseignant est sorti de la cellule, elle a été huée par ses élèves, et nous connaissons ce que c'est que des élèves. Edmond Kouyaté, vous avez suivi le reportage, l'élément de Jean-Paul Chouniat tout à l'heure. Il faisait savoir qu'il y a des Camerounais qui pensent que l'enseignant aurait dû s'exécuter à la vue de l'autorité administrative, que l'enseignant a fait un peu de zèle. Est-ce que vous comprenez ces personnes qui pensent comme ça? Non. L'enseignant ne devrait pas s'exécuter. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas s'il me suit, mon professeur de français, Charles-Élie Soso, c'est mon professeur de français, je crois, en terminale. Parfois, il disait au proviseur, quand le professeur venait pendant qu'il faisait son cours, il lui disait non, je ne te reçois pas. Au proviseur. Parce qu'il est patron de sa salle de classe. Quand il a 2 heures de cours, il est patron de sa salle de classe. Je vais vous dire, même pas le président de la République ne peut pas venir lui demander d'interrompre son cours. C'est pour ça que très souvent, vous allez voir, même si le proviseur a un message à passer, quand il arrive, il toque à la porte. L'enseignant lui donne l'ordre. L'enseignant sort, il lui dit le message qu'il a passé, et l'enseignant dit aux élèves l'attitude, il dit
accueillir monsieur le proviseur. C'est comme ça que ça se passe. Mais il peut lui dire, je ne t'accepte pas pour l'instant. Il est maître de cet espace-là pendant les heures de son cours. Donc il n'avait pas à se plier parce que c'est le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur. C'est pour ça que je dis qu'il y a une norme hiérarchique à respecter. Que ce soit le préfet, que ce soit le sous-préfet, que ce soit le gouverneur, que ce soit le ministre, quand il veut se pointer dans un établissement, il s'annonce et on prend les dispositions pour vous accueillir. Si vous voulez visiter les salles de classe, il y a une circulaire qui annonce qu'à telle heure, telle autorité va visiter les salles de classe pour délivrer un message. Mais vous ne pouvez pas à l'impromptu débarquer et attendre qu'un enseignant, n'est-ce pas, se plie à vos désidérats. Ça ne marche pas comme ça. Ou alors les choses ont changé. Si ça a changé, dites-nous que ça a changé. Mais je dis, l'enseignant était dans son droit et comme le faisait remarquer le coach, il a fait preuve de beaucoup d'élégance parce qu'il aurait scellé à ses émotions, que ça aurait dégénéré, il aurait pu, n'est-ce pas, regimber, peut-être en assénant un coup à la dame, mais je loue son élégance, je loue sa grandeur d'esprit, il est resté la maîtrise de soi dont il a fait preuve. Un professeur de philosophie. C'est un prof de philosophie et ça se comprend. Ça aurait pu être il est resté stoïque. Il est resté stoïque. Ça aurait pu être un menuisier. Ça aurait pu être. C'est autre chose. Moi, je fais lycée technique. Ça aurait pu être vraiment quand il y avait des problèmes, les enseignants, les élèves, c'était autre chose. J'ai connu des profs de. Ça aurait pu être un de mes profs de maths que je connais. Ça ne se serait pas passé comme ça. Parce que je connais des profs de maths, j'ai eu des profs de maths, même le proviseur, il est prêt à... Je vous dis. Donc, il est resté philosophe. Il a appris ça avec beaucoup de philosophie. Il n'enseigne pas seulement la philosophie. Il n'enseigne pas seulement la philosophie, voilà, il pratique la philosophie. Il pratique la philosophie et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour, n'est-ce pas, la dame. Parce que je dis, ça aurait été un de mes profs de maths que j'ai eu. Écoutez, je crois que ça ne se serait pas passé comme ça. Et donc, moi, je pense qu'il n'y a rien à reprocher à cet enseignant. Et il n'y a rien, aucun texte ne donne à l'autorité administrative, fût-elle préfet, sous-préfet ou gouverneur, de débarquer à l'impromptu dans l'enceinte d'un établissement pour intimer tel ordre ou tel ordre. Je dis qu'il y a des canaux prévus pour cela. Si vous constatez que quelque chose ne passe pas bien, vous saisissez, n'est-ce pas, la tutelle. Ça peut être la délégation régionale, départementale, tout ce que vous voulez. Vous les saisissez par un courrier et puis ils vont donner suite à ce que vous voulez transmettre comme message à l'établissement. Voilà, coach Monté, on va continuer de louer la maîtrise de l'enseignant qui a évité le pire. Comme ça, le pire. Oui, il a évité vraiment le pire. C'est pour dire que les femmes se passent pour des victimes, mais elles ont très souvent été très violentes. Beaucoup d'hommes meurent d'AVC à cause de la violence morale qu'ils subissent à la maison. Non, n'exagérons pas quand même. Mais après la violence morale, on est passé à la violence physique. Et je loue l'enseignant, je loue sa maîtrise. Et je crois qu'il a passé un grand message, même à cette autorité, parce qu'il se serait exécuté qu'on ne sait pas ce qui serait arrivé. Et il y a des couples qui sont par moments dans des conflits, discutent les enfants, et un autre vient chercher l'enfant à l'école. L'enseignant va s'exécuter, libérer l'enfant. Soit c'est la dame qui amène l'enfant, soit c'est le monsieur qui amène l'enfant, et puis le pire arrive. Comment il va justifier qu'il a fait sortir cet enfant? Donc pour moi, en dehors d'avoir été élégant, c'est un enseignant suffisamment responsable. Parce qu'il a protégé non seulement son établissement, il a protégé ces élèves-là, parce qu'on ne sait pas ce qui serait arrivé. Et nous pensons simplement que, comme a dit Roland ici présente, ce n'est pas seulement les indignés qui devraient se soulever. Il faut demander à corps et à cri qu'une sanction soit prise à l'endroit de cette dame-là. Sinon, moi je dis, aujourd'hui vous allez constater les autres? Une reconnaissance. Non, mais c'est un cas parmi tant d'autres. On peut commencer par là. On laisse tomber pour les autres cas qui a fait un soin d'enseignant, on a fermé les yeux dessus, ou alors ils vont dire toujours une enquête sera ouverte. Il n'y a pas ouvert d'enquête. Et vous savez comment ça se passe au Cameroun avec les enquêtes, mais seulement j'attire l'attention des autorités.
Lorsque vous fermez l'œil sur quelque chose de grave, vous cessez d'exister, comme avait dit Martin Luther King. Et quand vous cessez d'exister, en milieu scolaire, vous avez donné le pouvoir aux enfants. Ça va aller dans tous les sens. Parce que ce qui est en train de se passer, ça va nous revenir comme un effet boomerang. Si jamais les sanctions ne sont pas prises. Elle a démontré, une femme qui arrive à gifler un homme en dehors de sa maison, ça veut dire qu'à domicile, non, ne dites pas ça, non, à domicile, ça peut aller dans tous les sens. Si elle a le courage d'aller à l'extérieur, en dehors de son bureau, en dehors de son domicile, aller gifler un homme dans son bureau, dans son lieu de service, devant une pléthore d'enfants, c'est un sacré courage. Ça veut dire que chez elle, ça peut aller dans tous les sens. Active, hein. Mais c'est pas active. Ça, mais attends, l'action est là, sauf si elle n'a pas giflé cet enseignant. Mais seulement, je dis que il va falloir que les autorités vraiment, parce que elle, en tant que représentante du chef de l'État, comme certains internautes ont semblé dire que l'enseignant aurait dû s'exécuter parce qu'elle représente. Non, le chef de l'État, c'est la première personnalité à faire respecter la loi. Il est le garant de la Constitution. Il ne peut pas lui-même se porter en faux contre la Constitution dont il est garant. Encore que pour ajouter de l'eau à votre moulin, quand vous représentez quelqu'un, agissez au moins comme la personne. Voilà. Parce qu'il ne me souvient pas que 37 ans on de reconnaisse pouvoir, en lui un homme violent. il ne me souvient pas qu'en 37 ans de pouvoir, il a outrepassé son premier ministre pour aller, je ne sais pas, gifler un ministre ou alors... non, il faut pas, quand vous représentez quelqu'un, c'est pas seulement, il faut incarner la personne, il faut faire comme la personne. Ne représentez pas quelqu'un et vous allez saper son autorité après. Moi, je vais tout simplement dire qu'il me semble qu'il y a un ministre dans ce pays qui brille souvent par sa capacité à intimider. Je crois qu'il est temps qu'il comprenne qu'il doit mettre de l'ordre dans sa propre maison. Je parle là du ministre de l'administration territoriale. Non, nous sommes dans les enseignements secondaires. C'est pour ça que j'ai dit que c'est à l'extrême nord, c'était son préfet. Oui, ah oui, là il y a le... Vous appelez à Ayos, c'est son sous-préfet. Oui. Donc, je comprends qu'il faudrait qu'il prenne la mesure, n'est-ce pas, je vais dire... Une action concertée avec le... Et je pense que si le ministre de l'AT ne fait rien, il faudrait que Madame la ministre Nalova Lyonga, des enseignements secondaires, n'est-ce pas, demande qu'il y ait un cadre de concertation avec l'administration territoriale pour faire en sorte que de telles dérives n'arrivent plus. Si monsieur le ministre de l'administration territoriale ne peut pas lui-même prendre des sanctions contre, n'est-ce pas, le sous-préfet et le préfet, parce qu'il ne faut pas qu'on passe comme ça par perte et profit ce qui s'est passé à l'extrême nord, avec ce préfet qui fait asseoir un enseignant et lui intime l'ordre de demander. Il ne faut pas qu'on passe ça par perte et profit. Ce sont des actes dégradants, humiliants et qui exposent qui laissent les séquelles, les séquelles et qui exposent davantage les enseignants. Voilà, rapidement, on va sortir. D'abord, d'Alvariste. Serge, je vais dire que notre pays, nous sommes en train d'écraser notre pays. Nous sommes en train de discréditer notre pays. Quand nous avons des États qui sont au même niveau que nous, comme la Corée du Sud, les pays où nous accordons des aides, nous voyons l'importance. En Corée du Sud, l'enseignant est le fonctionnaire le plus payé. Et nous voyons où ça les a amenés. La Corée du Sud nous fait les dons régulièrement. Beaucoup de véhicules que nous avons viennent de Corée du Sud. Et aujourd'hui, nous montrons encore l'exemple que nous avons. L'image que nous voulons donner au monde entier, l'enseignant, devant nos enfants. Qui font nos enfants? En pleine salle de classe de philosophie, qui prépare l'élève à rentrer à l'université pour intégrer la société pour la plupart. Nous le giflons, nous montrons qu'il n'a aucune crédibilité, qu'il n'a aucune substance, et nous rentrons à la gendarmerie pour la suite de la récompense. Qu'est-ce que nous voulons? La gendarmerie accueille aussi. Oui, justement, puisqu'ils sont sous l'autorité de madame le sous-préfet. Et quelle image nous voulons donner? Nos propres enfants qui sont à la maison, ou nos enfants qui étaient peut-être dans ces salles de classe, puisque c'est pas une très grande ville, si vos enfants sont là, ils vont être dans la classe. Quelle image vous donnez de l'enseignant? Puisque dans tous les cas, ils prennent les cours de cet enseignant. L'enseignant, c'est le pédagogue qui forme votre enfant pour la société de demain. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer à votre enfant? Moi, je pense que le ministre Atangandi devrait prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de cette dame. Okay. Et comme Edmond l'a si bien dit, si vous représentez une personne, faites au moins l'effort de le représenter dignement, mais pas en effectuant des actes de violence physique.
Roland, ici, la salle d'âme, ici, sur ce plateau. Au mot de la fin. Au mot de la fin, je vais dire que l'enseignant subit des humiliations tous les jours. Parce qu'à la suite de tout ce qui a été dit ici, je voudrais aussi rappeler que, en dehors du fait que l'enseignant est déjà en rupture avec sa famille, parce qu'on l'affecte dans une localité où il n'a personne, il est sa famille, il subit d'abord ce traumatisme-là. Maintenant, s'il faut aller subir encore le traumatisme de l'administration, là c'est de trop. Donc, vivement que les sanctions soient prises pour de tels actes. Voilà, merci Roland ici d'être passé, merci Edmond Kiaté, merci Coach Monté. Voilà. C'était une première, j'espère que vous n'avez pas été déçus, les téléspectateurs aussi. Merci Dr Goudjou d'être passé. Moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition de Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir Steve Ondwa Samba, professeur de philosophie au lycée d'Ayos.